Aujourd'hui, on va parler de la quintessence du 2 roues. Le type de moto le plus pur, le plus rapide, le plus cher. Enfin, je dis le plus pur, mais c'est aussi les motos où on retrouve le plus d'électronique pour calmer les ardeurs de moteurs un peu trop énervés. Pour le commun des mortels. Tu l'as deviné, on va parler des sportives. Prépare ton café, ton jus de fruits ou un truc à siroter parce que là, on en a des choses à dire. Et en plus, on est dans l'actualité parce que Yamaha vient tout juste d'annoncer la sortie de sa nouvelle R9. Ça va, ça fait pas 10 ans qu'on la demande celle-là. T'en penses quoi, toi? Moi, perso, je l'attendais comme un dingue. Je veux dire, le moteur CP3 est juste génial et plein de tout ce qu'il faut sans être pointu au possible. Ça crache 119 chevaux. Alors c'est sûr qu'on est bien loin des performances d'une R1, mais ça colle aussi vachement plus au motard moderne. Ça sera bien moins frustrant sur la route, sans pour autant être ridicule sur piste. On serait pas sur un parfait compromis. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Les sportives. Je te propose qu'on coupe le sujet en plusieurs thématiques, histoire de structurer un petit peu cette vidéo parce que sinon je vais partir en live tellement qu'il y a de choses à dire sur ce segment de la moto. On va faire d'abord un petit topo sur l'histoire, parler de leur évolution, puis répondre à quelques questions qui sont assez fréquentes sur ce segment de la moto. Et ça grâce à ma petite expérience du domaine. Allez, c'est parti! Remontons loin, très loin. En fait, les motos sportives à la base n'avaient pas grand chose de sportif. Il faut savoir que la première course remonte à avant les années 1900. Et d'ailleurs, très peu de temps après ça, 1907, si je dis pas de bêtises, débutera une institution qui est encore d'actualité aujourd'hui. Je te parle bien sûr du fameux Tourist Trophy. Et ouais, c'est super vieux. Sauf qu'à l'époque, les courses étaient un poil différentes. Déjà, les machines utilisées n'étaient pas vraiment des sportives, mais plus des protos dignes d'un garage un peu sombre. Ça prenait des moteurs d'un côté, des cadres de l'autre, et zou. Les premières sportives ressemblaient un peu à des monstres de Frankenstein mélangés avec un vélo à moteur. Après, il faut dire que ces trucs, c'était pas vraiment des foudres de guerre non plus. Quasiment 50 ans après, on commencera à avoir des noms un peu emblématiques qui vont apparaître. Si je te dis Harley Davidson Sportster, Triomphe Bonneville, tu me dis moto de vieux? C'est pas faux. Je rigole, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces noms sont absolument pas associés à du sport, mais plutôt à une conduite pépère à la cool. Sauf qu'avant, c'était ça les modèles sport. T'imagines un peu le niveau? Faudra attendre un bon moment pour voir des machines qui ressemblent un peu à l'image qu'on se fait de la sportive aujourd'hui. En 1984, on verra la vraie première hyper sport avec la Sainte GSX-R 400. Et ouais, les GSX-R, elles ont commencé petites. Puis un an après, Suzuki a balancé la fameuse GSX-R 750 qui a changé plus ou moins le monde de la moto. Depuis, tout le monde s'y est mis avec des machines toujours plus performantes. Attention, disclaimer, mon histoire est absolument pas exhaustive. Je passe très vite sur tout, mais c'est juste pour te donner un contexte. Je pourrais y passer des heures vu le nombre de choses qu'il y a à dire sur ce domaine de la moto. Mais c'est pas vraiment l'idée de cette vidéo. Globalement, entre 1985 avec la première GSX-R et aujourd'hui, les motos sportives ont doublé de puissance. Elles atteignent des vitesses qui étaient autrefois inimaginables et surtout, elles sont devenues des machines intelligentes qui sont bardées de capteurs et d'électronique. Ça ne les rend pas moins traîtres pour autant, mais clairement on n'est plus vraiment sur la même philosophie. Prenons l'exemple de la dernière Ducati Panigale V4, la 2025. Elle embarque un système de contrôle de traction, un ABS intelligent, un shifter, des suspensions électroniques adaptatives, un anti-wheeling et même un launch control. En 1985, je suis même pas sûr que les machines destinées à aller dans l'espace étaient aussi abouties. Personnellement, je n'ai eu que 2 sportifs qui m'ont servi à 90% sur route. Une R1 qui était le modèle juste avant que le moteur passe au calage crossplane et une CBR 929 RR avant qu'elle devienne RRRRRRR. C'était les premières versions de cette mythique Honda qui adoptait l'injection. Si les deux sont des hyper sportives, mon ressenti était totalement différent. La YAM était un peu frustrante sur route alors que la CBR, elle s'y prêtait carrément. Et ça va me permettre d'introduire la première idée préconçue. Les sportives n'ont rien à faire sur la route. À ça, je réponds que ça dépend vraiment des machines. Tu auras des modèles plus dociles que d'autres qui rendront cette affirmation totalement fausse. Typiquement la CBR et au final plus ou moins toutes les sportives qui sont un peu à l'ancienne. En fait, avant l'arrivée des R1 un peu énervés, il faut savoir que les sportives étaient quand même assez routières dans l'ensemble. Après, c'est sûr, ça reste des machines à compromis. Ça sera toujours plus difficile de traverser la France en sportive qu'en trail. Et on risque plus d'y perdre son permis. Mais ça n'empêche qu'on peut déjà bien s'amuser sur route sans pour autant systématiquement venir s'enrouler autour d'un arbre. D'ailleurs, on peut lier cette affirmation à une question qui est très récurrente dans le domaine des sportives. Plutôt 600 ou plutôt 1000? Pour la route, il n'y a rien que je conseille moins qu'une sportive 600. Je dirais que pour le coup, ça a l'effet inverse de l'idée qu'on peut se faire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le moteur est plus petit qu'on va moins taper dedans. Au contraire, pour qu'une 600 soit agréable, il faut aller chercher haut dans les tours. Et haut dans les tours, on est déjà plus dans les limites de la loi. Et même dans les limites de la raison. Si mon utilisation est plus orientée route que circuit, j'irai plus sur une 1000 pour le coup. Parce que là, on va avoir déjà plus de couple à bas régime et pour avoir des sensations, il n'y aura pas besoin de pousser le moteur à 14 000 tours. Cela dit, il faut garder en tête que la 1000 peut te satelliser à tout moment. Enfin, la 600 aussi au final. Pour la piste,
piste, là c'est une autre affaire. Il vaut mieux commencer petit pour le coup. Et d'ailleurs, je partirais même sur des plus petits moteurs encore, comme la RC 390 ou la R3 par exemple. Globalement, toutes les petits sportifs entre 300 et 400 cm3 feront l'affaire. C'est plus léger, moins traître, et ça reste carrément sensationnel. D'ailleurs, petit aparté, Maxxis organise tous les ans un track day où des machines de tous les niveaux, avec des pilotes aussi de tous les niveaux finalement, tournent sur le circuit du Bourbonnais. On a fait une vidéo sur ce sujet, tu la trouveras en description si ça t'intéresse, et puis n'hésite pas à venir t'inscrire à ce track day parce que c'est quand même vraiment cool. Autre question qui revient souvent, est-ce qu'on peut commencer avec une sportive? La réponse facile, c'est oui. La réponse complète, c'est oui, mais il faut prévoir un budget et prendre en compte que ce sera pas forcément le moyen le plus facile pour apprendre. Ouais, déjà ton assureur va t'attendre comme ça. Forcément, qui dit sport dit assurance pas donnée. Et en ce qui concerne l'aspect apprendre la moto sur une sportive, la position est pas forcément naturelle. Et ça demande un peu plus d'implication. Il faut prendre l'habitude de bouger sur la machine pour pouvoir l'emmener un peu plus facilement. C'est donc plus complexe qu'un roadster ou un trail où la position droite et le guidon large aident à rendre la moto plus facile à manier. Malgré ça, il existe plusieurs modèles modernes compatibles avec le permis A2. La RS 660, la R7, et il me semble même que la R9 dispose d'une version un peu moins puissante qui passe en A2 pour le coup. D'ailleurs, tu trouves pas ça marrant d'avoir une R7 et une R9 en A2? Je veux dire, qui va être le plus gros concurrent de la R7 si ce n'est la R9? T'en penses quoi, toi? Enfin bref, ces motos existent, et d'ailleurs, certaines personnes préfèrent même la position d'une sportive à celle d'une moto traditionnelle. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Du moment que tu fais attention, ça se fait. Bon, alors les sportives, c'est bien, bah c'est difficile de cracher sur la performance ultime. Ce ne sont pas les motos les plus faciles, mais elles représentent quand même ce qui se fait de plus performant, de plus pointu, de plus impressionnant. Et puis il faut dire que faire de la piste avec une sportive, bah c'est quand même la quintessence des sensations en moto. Alors les sportives, c'est validé. Et puis t'en as pour tous les goûts, des italiennes, des japonaises, des allemandes, des très puissantes, des moins puissantes, t'en as même des vintage, comme la XSR GP ou encore la MV Agusta Super Veloce. Bon sens que les veulent. Comment ne pas les aimer? Comme d'habitude, si tu as la moindre question, je t'invite à la poser en commentaire. On se retrouve dès la semaine prochaine en Italie pendant le salon de l'ECMA, histoire de découvrir un peu les nouveautés qui se font et de tourner un peu sur cet événement mythique. Ça promet d'être sport et sur ce, il est temps d'aller faire un tour.